Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du Divorce and Separation Coach podcast. Aujourd'hui, on fait un épisode en français et on parle de la situation particulière des couples qui divorcent en France, mais qui après déménagent à l'étranger, soit ensemble, soit séparément. Mais ils se posent la question importante de savoir ce qu'il advient de leur convention de divorce dans ce genre de situation. Donc pour parler de ce thème, j'ai invité Gaëtan Escudé, qui est avocat au barreau de Paris et médiateur familial international. Gaëtan a créé son propre cabinet de conseil pour les familles internationales en 2022 et il intervient en droit international de la famille auprès de ses clients français et étrangers pour les aider dans l'ensemble des problématiques familiales. Ça concerne leur couple, leurs enfants ou leur patrimoine. Gaëtan est aussi titulaire du diplôme universitaire de médiateur et de négociateur en gestion de crise. Donc, il est spécialement formé sur les modes alternatifs de règlement des différends. Gaëtan, merci de te joindre à nous. Merci à toi, Chloé, de m'avoir invité. C'est un plaisir de t'avoir et je me fais un plaisir de pouvoir comprendre un petit peu mieux cette situation parce que c'est une situation complexe et qui arrive. Donc, pour répondre à la question de base de ce podcast, qu'advient-il de la convention de divorce si un couple déménage? Est-ce qu'elle est reconnue à l'étranger automatiquement? Alors, plaisir partagé. Et en effet, la question est vraiment importante parce que non, la convention de divorce n'est pas toujours reconnue à l'étranger en cas de déménagement. Et donc, il va vraiment falloir anticiper ce possible déménagement dans le cadre de la négociation du divorce en France ou si le divorce a déjà été prononcé par cette convention, voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour le faire reconnaître à l'étranger. La subtilité, c'est que lorsque l'on fait un divorce amiable en France, un divorce par consentement mutuel, on le fait par une convention de divorce qui est contresignée par les avocats et qui est ensuite enregistrée au rang des minutes d'un notaire. Mais cette convention de divorce n'est précisément pas une décision de justice. Et donc, il y a beaucoup de pays qui reconnaissent le principe d'un divorce par consentement mutuel, mais qui ne reconnaissent pas le principe d'un divorce qui n'a pas été prononcé par une décision de justice. Et donc, lorsque on recourt à cette convention de divorce, il peut arriver que ensuite, lorsqu'on déménage dans un pays, bah, ce pays ne reconnaisse pas le divorce parce qu'il considère qu'il n'y a pas eu de décision de divorce qui a été prononcée. Donc, il faut vraiment, en amont, s'interroger sur est-ce que mon divorce va bien être reconnu et puis qu'est-ce qui va être reconnu précisément? Est-ce que c'est le principe du divorce lui-même? Et donc là, c'est s'intéresser au pays notamment dans lequel le mariage a été fait pour être sûr que le Ouais. divorce puisse être retranscrit sur l'acte de mariage. Et si ce n'est pas le cas, ben, on sera divorcé dans un pays et toujours marié dans un autre pays. Donc si on se remarie dans l'autre pays, ben, on arrive dans une situation de polygamie. Donc c'est vraiment important de vérifier que le divorce a bien été retranscrit dans le pays d'origine. Ou alors, est-ce que c'est les conséquences du divorce qui peuvent être ou non reconnues, par exemple sur les modalités relatives aux enfants, sur les obligations alimentaires, sur la liquidation des biens immobiliers lorsque des attributions de biens immobiliers sont faites. Donc, il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui va être reconnu, comment est-ce qu'on va s'assurer que ça soit reconnu, parce qu'il peut y avoir des démarches sur place qui parfois peuvent être longues, de légalisation, d'apostille, de traduction, d'exéquature. Donc, bon, c'est des termes qui peuvent paraître un peu complexes, mais à chaque fois, c'est des procédures voilà, différentes qu'il y a à faire sur place pour vraiment s'assurer que tout ce qui a été fait en France soit reconnu à l'étranger. Et donc, lorsque on divorce en France et qu'on a des doutes sur le fait d'ensuite vouloir aller à l'étranger, on sait qu'on pourrait peut-être y aller, mais on n'est pas complètement certain. Il vaut mieux quand même être vigilant et peut-être privilégier l'obtention d'une décision, c'est-à-dire au lieu de faire un divorce par consentement mutuel, faire une requête conjointe pour divorce accepté. C'est certes une requête auprès d'un juge, mais pour autant, le juge ne va pas trancher, on n'est pas du tout dans un conflit judiciaire, mais le juge va rendre une décision par laquelle il va homologuer les différents points d'accord des époux, et donc cette décision va pouvoir circuler à l'étranger. Donc c'est un peu le conseil que, voilà, qu'on donne lorsqu'il y a des velléités de déménagement à l'étranger par la suite, d'être vraiment vigilant et peut-être de recourir davantage à une requête conjointe qu'à une convention de divorce par avocat et enregistrée au rang des minutes d'un notaire. Il y a des implications financières. Est-ce que ça coûte plus cher de faire ça comme ça plutôt que de voir un notaire?
Alors, il y a pas véritablement d'implications financières. Par contre, il y a des implications en termes de délai. Parce Ah, que nos juridictions françaises sont engorgées. Et donc, entre le dépôt de la requête conjointe et le moment où on va recevoir la décision de divorce, peut s'écouler. À Paris, on est sur à peu près un délai de 6 mois. Dans d'accord. d'autres juridictions, on peut être sur un délai de 9 mois à 1 an. Ah ouais, Donc, et ça va avoir des implications en termes de délai. Là où un divorce par consentement mutuel peut être réglé en quelques mois, la requête conjointe va mettre au moins 1 an pour obtenir la décision de divorce. d'accord. Ouais, donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais c'est Euh, vrai que si ça évite des oui, problèmes plus tard ou d'avoir à faire une autre procédure plus tard, ça peut avoir des avantages. il faut en effet trouver cet équilibre entre la sécurité juridique d'un côté et puis la volonté de divorcer vite de l'autre, mais ne pas privilégier l'un à défaut de l'autre, parce que divorcer vite, mais ensuite avoir possiblement à refaire une procédure de divorce dans l'autre pays qui peut durer encore des années, Ouais. finalement, on aurait mieux fait de faire la requête conjointe en France dès le début. Donc, du coup, ce que tu as expliqué, donc c'est par rapport à la reconnaissance du divorce en lui-même et de ses conséquences. Mais j'imagine que dans le contexte d'une famille qui a divorcé en France, ils ont fait leurs arrangements de garde dans ce contexte-là, dans l'expectative qu'ils étaient tous les deux en France. Si l'un des deux déménage, euh, ça a un impact sur ses capacités à maintenir ses arrangements de garde, surtout quand c'est du 50-50. Comment est-ce que tu recommandes au couple de gérer ces changements-là? Alors, il est évident que le déménagement à l'étranger va venir impacter les modalités de résidence sur lesquelles le couple s'est mis d'accord dans un contexte national, parce que, en effet, s'il y en a un des deux qui part à l'étranger et qu'une résidence alternée était prévue, on va pas proposer de la maintenir et que l'enfant change d'école toutes les semaines, ce n'est pas possible. Si on a un droit de visite classique de un week-end sur deux, bah, ça peut être très compliqué de l'exercer pour le parent s'il déménage dans un pays qui est assez lointain. Donc, Ouais. les cartes vont devoir être rebattues pour cette modalité, ces nouvelles modalités de résidence. Et donc, il y a un des deux parents qui va devoir sacrifier la résidence principale de l'enfant, puisque l'enfant ne pourra avoir sa résidence principale qu'avec l'un des deux parents. Et en contrepartie, ce parent qui a la résidence des enfants, soit en France, soit dans le pays dans lequel il a déménagé, va laisser à l'autre parent une plus grande partie des vacances scolaires pour lui permettre de pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, avec quand même la difficulté de dire qu'on ne peut pas partager toutes les vacances scolaires par moitié, parce que les petites vacances scolaires de 2 semaines, par exemple, bah, imposer à l'enfant de faire peut-être un voyage qui peut être assez éprouvant juste pour une semaine, ou imposer aux parents de payer 5 billets d'avion pour chacune des vacances scolaires, bah, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, il va y avoir une nouvelle négociation qui va se mettre en place. Alors, généralement, dans la convention de divorce, on a prévu des clauses de modification. Il faut savoir que les mesures relatives aux enfants sont toujours modifiables en fonction de l'évolution de la situation, soit des enfants, soit des parents. Et puis, il y a des clauses qui sont prévues pour encadrer ces modifications. Parfois, il est proposé aux parties de recourir à une médiation. Et là, ça peut être en effet une excellente manière de faire une médiation de projet. Ils ne sont pas en conflit, mais ils ont un projet sur lequel ils doivent à nouveau s'entendre. Et donc, médiation ou négociation entre avocats pour parvenir à une nouvelle convention parentale qui va venir modifier les termes de la convention de divorce pour adapter la nouvelle configuration. Et puis avec des questions qui vont se poser également sur qui va payer les billets d'avion, selon quelle Oui. répartition est-ce qu'ils vont s'entendre, qui va accompagner les enfants dans l'autre pays, à Mhm. partir de quel âge les enfants sont considérés comme étant en âge de pouvoir voyager seuls ou par un Ah, accompagnant, euh, quelle va être la durée selon laquelle l'enfant va devoir rentrer dans le pays dans lequel il est scolarisé avant la reprise de l'école pour éviter, par exemple, le jet lag qu'il pourrait avoir. Donc, toutes ces questions-là vont devoir être à nouveau débattues et l'objectif, en effet, c'est de l'anticiper et de pouvoir faire une convention parentale pour venir adapter la situation familiale au nouvel éloignement géographique. ouais. Ouais, ça change beaucoup. Donc, il y a beaucoup de changements auxquels il faut réfléchir. Et puis, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes dimensions et les mêmes challenges de coparentalité qui se posent quand on habite l'un à côté de l'autre. Et après, cette convention parentale, est-ce qu'elle a valeur juridique ou est-ce qu'il faut encore faire quelque chose pour qu'elle soit reconnue?
Alors, cette convention parentale a une valeur juridique en elle-même, elle est signée par les parties, elle peut être contresignée par les avocats, et D'accord, le mieux, c'est quand même de prévoir que cette convention parentale soit homologuée par le juge aux affaires familiales, à la d'accord. fois le juge français et le juge du pays d'origine. Comme ça, on aura deux décisions similaires dans chacun des pays qui reprendront exactement les termes de la convention parentale et qui assureront une vraie sécurité juridique pour les parties, puisque ces décisions seront exécutoires dans chacun des Et oui, pays. En effet, il faut prendre conscience que ça prend du temps. Ça prend du temps de négocier la convention parentale et ensuite ça peut prendre du temps d'avoir la décision d'homologation et du juge français et du juge étranger et qu'il va falloir aussi collaborer avec un confrère sur place dans le pays de destination pour véritablement s'assurer que cette convention parentale respecte les dispositions de la loi de ce pays pour pouvoir être homologuée par le juge de ce pays. c'est vrai, absolument. Alors, l'autre aspect évident, je pense, dans le déménagement à l'étranger, c'est que ça doit avoir un impact sur la pension alimentaire. On la paye pas forcément dans la même devise, les besoins et les frais d'échange. Comment est-ce que on reflète cet impact sur la pension alimentaire quand on déménage à ce moment-là? Alors, le déménagement va aussi avoir un impact, oui, sur la pension alimentaire. Ça va avoir un impact déjà parce que le coût de la vie sur place peut être bien différent et donc les besoins des enfants vont être différents. Ouais, Ça va aussi avoir un impact parce que la loi qui s'applique à ces obligations alimentaires, c'est normalement la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, c'est-à-dire celui qui reçoit la pension alimentaire. Et donc, au bout d'un certain temps d'installation dans ce pays, ça sera la loi de ce nouveau pays qui va s'appliquer. Et cette loi peut prévoir des dispositions complètement différentes de la loi française. Donc, il va vraiment falloir s'intéresser à ce que prévoit la loi de ce pays en matière de paiement des obligations alimentaires, de quels sont les coûts des enfants sur place. Et puis aussi, il faut quand même prendre en compte, en lien avec la question précédente, le fait que pour le parent débiteur, celui qui va devoir payer la pension alimentaire et donc celui qui n'a pas la résidence des enfants, il va déjà avoir des frais pour l'exercice de son droit de visite et et d'hébergement, oui, parce qu'il va devoir aller dans ce pays régulièrement, notamment pendant les vacances scolaires, ou payer les billets des enfants lorsque eux vont venir en France. Et donc, il va aussi falloir le prendre en compte dans le calcul de la pension alimentaire et de ce qui lui reste comme solde disponible à verser à l'autre parent. ouais, Donc tout ça, en absolument. effet, voilà, ce déménagement va avoir des conséquences et sur la résidence et sur le paiement des obligations alimentaires. Et puis, il va aussi falloir quand même sécuriser le parent qui est dans ce nouveau pays et qui doit recevoir la pension alimentaire pour être sûr que l'autre parent lui verse bien et donc peut-être prendre des mesures d'exécution, puisque c'est des obligations. Chaque mois, voilà, il doit lui verser et donc il faut vraiment s'assurer qu'il est en capacité de pouvoir le faire et que s'il ne le fait pas, il y a des recours sur place qui lui sont également disponibles. Il y a deux choses en particulier qui ressortent beaucoup quand je parle avec mes clients qui justement sont dans ces transitions où ils déménagent. Des différences qui sont importantes et sur lesquelles il faut bien se renseigner. Par exemple, l'âge à laquelle la pension alimentaire s'arrête. Ça change vraiment d'un pays à l'autre. Donc, il ne faut pas supposer que ça va rester les mêmes règles que celles dans le pays, en France, en l'occurrence, si on a divorcé en France. Et l'autre chose, c'est la taxation. Parce qu'il y a des pays où celui qui est receveur paye des impôts sur la pension, il y en a d'autres pas. Donc ça, c'est vraiment deux choses où vraiment je conseille toujours aux gens de se renseigner pour bien comprendre quel va être l'impact de ce déménagement, parce que ça, c'est des choses qui ont un gros impact et qui vont vraiment faire une vraie différence dans le calcul de la pension. Tu as complètement raison. C'est vraiment les deux questions, les deux questions récurrentes et précisément sur la taxation. Alors il faudra évidemment vérifier les conventions bilatérales fiscales qui existent entre les deux pays pour vérifier comment cette pension alimentaire est taxée ou pas sur place. Et la solution, ça peut être de privilégier la prise en charge directe des frais des enfants par le parent débiteur, qu'il paye directement, par exemple, les frais scolaires ou les frais d'activité scolaire, et qui verse un montant de pension alimentaire un peu plus faible, plutôt que de verser à l'autre parent une somme importante au titre de la pension alimentaire, mais qui finalement se retrouve taxée sur place dans le Et pays oui, d'origine, fois à 50%, et qui
et qui arrive à un accord finalement perdant-perdant parce que le débiteur a l'impression de verser beaucoup d'argent et le créancier reçoit finalement assez peu une fois que la taxation a été faite et qui ne correspond pas aux besoins des enfants. Donc, il y a des accords qui peuvent être trouvés pour privilégier une prise en charge directe de ces frais par le Ouais. parent débiteur et éviter ces problématiques de taxation. Ouais, donc c'est vraiment l'avantage de travailler avec quelqu'un comme toi qui a cette expérience-là pour justement penser à ces genres de solutions créatives qui permettent un petit peu d'arrondir les angles et de rendre la situation un peu plus facile pour tout le monde. Il faut vraiment anticiper en effet la fiscalité dans le. Alors, je ne suis pas avocat fiscaliste, mais enfin, je travaille avec des confrères fiscalistes très compétents, mais c'est vraiment quelque chose à anticiper en effet dans le contexte international, parce que ces conventions fiscales bilatérales peuvent finalement remettre en cause l'équilibre qu'on a cru trouver de cet accord sans prendre en compte les conséquences fiscales que ça allait avoir à l'étranger. Pour ceux qui n'ont pas forcément anticipé le fait qu'il allait avoir un déménagement étranger, c'était pas forcément quelque chose qui était prévisible, et qui du coup ont divorcé devant un notaire par consentement mutuel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire le jour ou au moment où ils décident qu'ils vont déménager? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là juste pour se protéger et éviter les problèmes plus tard? Alors vraiment, il faut qu'ils consultent un avocat, hein. Ça, c'est obligatoire parce que précisément, ils ne doivent pas se dire que ça ne va pas avoir de conséquences. Ouais, L'internationalisation a nécessairement des conséquences juridiques qui sont assez complexes et qu'il est normal que des particuliers ne puissent pas maîtriser par eux-mêmes. Donc, il faut vraiment prendre attache avec un avocat, soit un avocat sur place, parce que je suis avocat français, je maîtrise les règles françaises, mais je ne peux pas maîtriser les règles étrangères. Donc, on travaille avec un réseau de confrères de confiance, on sait qui contacter sur place pour pouvoir avoir accès à ces informations. Donc, soit il contacte directement un confrère sur place, soit il contacte un confrère en France qui va aller travailler avec un confrère sur place. Ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que c'est toujours en binôme. Quand on travaille dans les oui, dossiers internationaux, c'est un vrai travail d'équipe. C'est pas simplement un avocat sur place, c'est un avocat dans chacun des pays qui vont pouvoir communiquer entre eux et voir comment ils vont réussir à coordonner leurs règles juridiques nationales qui sont assez différentes, ou en tout cas qui peuvent ouais, être soit très très différentes, pour aller essayer voilà, d'anticiper ce déménagement et de faire en sorte que ce divorce puisse être malgré tout reconnu. Et donc, parfois, il y aura la nécessité de refaire sur place des procédures, soit d'exéquatur, soit parfois même un nouveau divorce lorsque le premier n'est pas reconnu et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Il faut recommencer un divorce. Donc, c'est pour ça que vraiment, la vie est faite de surprises, évidemment, mais il y a des choses qu'on peut quand même réussir à peu près anticiper. On sait pas on peut ne pas savoir exactement dans quel pays est-ce qu'on va aller, mais on peut avoir une idée du fait qu'on aurait envie, dans un avenir plus ou moins proche, de repartir dans son pays d'origine, par exemple, et donc vraiment de l'anticiper au moment du divorce et pas se dire, bon, pour l'instant, on est tous en France, donc on n'en parle pas. Non, il faut vraiment en parler pour essayer d'aller anticiper ça dès le début parce que précisément, les frais de la procédure que ça peut engendrer sur place, notamment dans un pays de common law, peuvent être beaucoup plus importants que le travail qu'on aurait pu faire en France, par exemple, avec une requête conjointe à ce moment-là. conseil. Moi, je travaille beaucoup avec des couples justement dans ce genre de situation pour les aider dans leurs arrangements de garde. J'ai des documents que je partage avec eux qui leur permettent d'assurer qu'ils réfléchissent à toutes les implications. Et ça, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, qu'il faut négocier, qui est souvent très sensible parce qu'il y a un des deux parents qui a l'impression qu'on leur prend leurs enfants, ils vont avoir moins d'accès qu'avant. Donc, c'est des négociations qui sont un peu pénibles, mais encore une fois, plus on peut anticiper, mieux ça sera. Et plus on peut négocier et se mettre d'accord sur tous les différents éléments, bien réfléchir au long terme, plus on s'économise des problèmes plus tard. Et c'est vraiment ça l'idée. Dernière question, Gaëtan. J'aime bien résumer à la fin des podcasts et demander à mes invités de me dire, en trois conseils, quels seraient, dans ton cas, donc, les trois conseils que tu donnerais à une famille qui a divorcé en France, mais où l'un des deux compte partir à l'étranger avec ou sans les enfants? Alors,
Déjà, le premier conseil, si l'un des deux compte partir à l'étranger avec les enfants, vraiment, ce premier conseil, c'est de ne jamais partir sans l'accord de l'autre parent. Parce que, et ça arrive malheureusement dans de très très nombreux dossiers, au motif que le parent a la résidence principale des enfants et s'en est majoritairement occupé et était finalement à l'étranger ou en France que de manière provisoire et décide de repartir dans son pays d'origine notamment, sans avoir à solliciter l'accord de l'autre parent. Ça, c'est vraiment une grave erreur parce que ça peut être qualifié d'enlèvement international d'enfants. Et donc, l'autre parent va pouvoir demander le retour des enfants dans le pays d'origine, ce qui va être assez traumatisant pour les enfants qui ne vont absolument pas comprendre finalement dans quel pays est-ce qu'ils doivent résider, et ce qui peut aussi engendrer des conséquences pénales pour le parent qui a déplacé illicitement ses enfants. Donc finalement, la personne qui fait ça et qui généralement le fait avec une bonne intention, c'est pas avec l'intention de priver totalement l'autre parent de la possibilité de voir l'enfant, c'est juste de revenir dans son pays d'origine comme il était convenu il y a quelques années de cela, sans qu'un écrit n'ait été signé à cet égard. Oui, c'est Donc ça. vraiment, le premier conseil, c'est s'assurer de l'accord explicite écrit de l'autre parent pour partir à l'étranger avec les enfants. Lorsqu'il n'y a pas d'enfants, ils sont libres de pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas spécialement à se rendre de compte. Ils doivent anticiper les conséquences juridiques de ce déménagement, notamment quant aux obligations alimentaires, et s'assurer que ça soit toujours bien payé, de la taxe, de la fiscalité qui pourrait être applicable. Mais lorsqu'il y a des enfants, ils ne sont absolument plus libres parce que il reste l'autorité parentale conjointe fait que les deux parents ont le droit de décider dans quel pays les enfants doivent résider, doivent être scolarisés, et donc vraiment éviter d'en partir parce que les procédures d'enlèvement international d'enfants sont vraiment des procédures très, très compliquées psychologiquement, Ouais. juridiquement, financièrement, et vraiment mettent à mal toute la famille. Donc ça, c'est le premier conseil, Oui, vraiment mais c'est s'assurer très important. de l'autre parent, et c'est extrêmement important. Le deuxième conseil, c'est de véritablement vérifier que le nouvel arrangement qu'on a pu prendre en France pour venir anticiper ce déménagement, on l'a compris, il faut anticiper, il faut faire notamment une convention parentale ou un nouvel accord, de véritablement vérifier que cet accord va être reconnu à l'étranger, de ne pas se contenter de négocier en France un nouvel arrangement et ensuite de partir avec ce nouvel arrangement à l'étranger. Il faut, dès les négociations en France, il y ait eu un confrère du pays étranger qui ait pu véritablement participer à cette négociation et qui ait pu s'assurer que ce document-là, cette convention parentale notamment, ce document-là va bien être reconnu à l'étranger. Il peut par exemple faire un legal opinion pour venir expliquer que dans ces conditions-là, l'accord sera reconnu à l'étranger et s'il y a des démarches supplémentaires à faire sur place, déjà expliquer les démarches qu'il Oui. faudra faire, que les deux parties s'engagent à les faire pour être véritablement sécurisés au moment du départ. Et donc tout Mhm. cela, ça s'anticipe, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, il faut y réfléchir en amont et ne jamais partir, c'est vraiment le troisième conseil, c'est ne jamais partir avec l'idée que ça devrait être à peu près pareil. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui considèrent que, bon, c'est l'Union européenne, par exemple, donc les lois sont à peu près similaires. Non, au sein de l'Union européenne, on a vraiment des systèmes juridiques qui sont complètement différents les uns des autres. Au sein des pays de common law, c'est peut-être un peu plus unifié, mais entre l'Angleterre et Hong Kong, par exemple, c'est deux systèmes aussi qui ont leurs différences. Donc, il y a des différences même au sein des familles de systèmes juridiques. Et il faut vraiment sauter de la tête l'idée selon laquelle c'est un pays qui n'est pas très lointain, notamment, et donc dans lequel l'arrangement qu'on a trouvé en France devrait pouvoir circuler et être reconnu. Non, il y a très peu de situations dans lesquelles tout ce qui a été prévu en France sera automatiquement reconnu à l'étranger, et donc il y a des adaptations à faire, il y a des démarches à prévoir. Et lorsqu'on ne l'a pas anticipé en amont, ça peut vraiment occasionner par la suite des difficultés sur place. Donc,
anticiper et voilà, et prévoir. Et les avocats, les coachs, les médiateurs de projets sont là pour venir les aider. Et c'est toujours beaucoup plus facile d'envisager quelque chose en amont lorsqu'on est à peu près d'accord et qu'on réfléchit ensemble, que ensuite, une fois qu'on a mis l'autre face au fait accompli du déménagement, et là, dans l'urgence des conséquences que ça va avoir, de devoir trouver un accord. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Oui, donc le thème sous-jacent vraiment dans tout ce que tu dis, c'est qu'il faut le plus possible anticiper, idéalement même au moment du divorce, mais même si on l'a pas fait à ce moment-là, bien prendre le temps de se renseigner et de s'assurer qu'on a bien compris toutes les conséquences de ce déménagement avant de faire quoi que ce soit, exactement, vraiment. Et surtout s'il y a des enfants. surtout s'il y a des enfants. Et ne pas les emmener à l'étranger sans la permission de l'autre. Jamais, jamais faire ça. Eh ben, merci beaucoup Gaëtan, c'était de très bons conseils et je pense que ça aidera beaucoup de gens à éviter des problèmes et des conflits avec leurs ex. Donc merci Merci pour ton temps et puis merci pour tous tes conseils. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.